Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je reçois Biljana Todorova, docteur en neurosciences, passionnée par le cerveau et ses nombreux potentiels. Biljana a notamment travaillé pour l'Institut Pasteur, en tant que chercheuse, où elle a réalisé plusieurs expériences sur son propre cerveau. Ici, on aborde le lien entre émotion et cerveau. On explique comment sélectionner nos pensées pour qu'elles se mettent au service de nos objectifs de vie et de notre bonheur. Parce que la réalité que notre cerveau nous projette n'est qu'un scénario parmi tant d'autres, nous dit Biljana, qui est elle-même passée de timide presque maladive à conférencière internationale. On parle aussi de joie, de créativité, de performance. Bref, embarquez avec nous dans cet échange passionnant au cœur de notre cerveau. Et si vous aimez ce podcast gratuit ou que vous souhaitez le soutenir, pensez à mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute ou à nous laisser un mot doux. Cela nous aide considérablement. Très belle écoute à tous. Bonjour Biljana. Bonjour. Biljana, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui sur Epion Podcast, donc merci d'être là avec nous. Avec un grand plaisir. Aujourd'hui, on a un très beau programme puisqu'on va parler du fascinant organe qui est le cerveau. Et tu vas nous partager, je pense, plein de clés, de compréhension, de fonctionnement. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle de toi, Biljana. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, pour ceux et celles qui nous écoutent, te présenter et nous expliquer ce qui t'a amené à t'intéresser au cerveau? Avec plaisir. Quelques mots de moi. Donc, moi, je suis docteur en sciences et pendant plusieurs années, j'ai étudié surtout le système immunitaire. Donc, j'ai un doctorat en immunologie. J'ai travaillé sur la vaccination contre le VIH, sur les thérapies pour le cancer. Et il y a 7 ou 8 ans, je me suis découvert une vraie passion pour le cerveau. J'ai vraiment voulu savoir qu'est-ce qui se passe dans nos têtes. Pourquoi on a tous le même cerveau et que certains arrivent à réussir mieux que d'autres. Et qu'est-ce qui nous permet de mieux l'utiliser, cet organe assez mystérieux, qui cache beaucoup de ressources et des fois on se retrouve coincé aussi dedans. Donc au moment où je commençais à me poser ces questions, j'étais à l'Institut Pasteur. Et je te cache pas que je vivais un vrai paradoxe dans ma propre vie. D'un côté, j'étais docteur en sciences, j'étais entouré par les meilleurs scientifiques du monde. On questionnait les causes de santé mondiale, on travaillait sur des questions vraiment importantes. Donc, d'un côté, j'étais validée en termes d'intelligence très élevée, et à la fin de la journée, quand je devais aller chercher ma baguette à la boulangerie, il me fallait une préparation mentale pour que je puisse tout simplement dire une baguette s'il vous plaît. Je sortais de la boulangerie, j'étais épuisée. Et je me disais, mais comment c'est possible de vivre quelque chose d'aussi paradoxal que ça? Les gens me validaient en termes d'intelligence, moi je me sentais pas intelligente. Et pour ne rien te cacher, tout au long de mes études, je me disais, mais en fait c'est très difficile d'apprendre. J'avais souvent tendance à penser que j'avais des problèmes de mémorisation. Et même si j'ai réussi à avoir les diplômes les plus élevés de l'État, je questionnais toujours, est-ce que mon cerveau fonctionne correctement? Là, aujourd'hui, je sais pourquoi il y avait tous ces questionnements, donc je sais aussi qu'on peut les débloquer. Je suis passée de cet extrême timide qui avait du mal à commander sa baguette. Aujourd'hui, je fais des conférences à l'international pour des grandes marques, type LVMH, Chanel, SNCF, Leroy Merlin. Et cette capacité que j'ai découvert en moi de passer d'une extrême timide à la conférencière qui est capable de parler devant des publics de plusieurs centaines de personnes, je me suis dit, en fait, c'est pas juste moi. Tout le monde est capable de faire ça. Notre cerveau a vraiment un potentiel, une plasticité qu'on peut débloquer et on peut aller vers ce qui nous inspire vraiment. Mais il y a un vrai travail à faire là-dedans. Et c'est pas du tout naturel. Des fois dans mes conférences, je dis, par défaut, notre cerveau ne sait pas être heureux. Donc il y a un vrai travail de compréhension et de travail sur soi parce qu'il y a des routines à mettre en place, des choses qui nous aident à cultiver une pensée qui nous permet de réussir des choses qu'on veut et qui nous permet de nous sentir bien.
Donc les deux à la fois, pas seulement de la performance, mais de la performance et du bien-être à la fois. Donc, voilà. Très clair. Alors j'ai vu que tu as fait plein d'expérimentations sur toi. Pourquoi et qu'est-ce que tu cherchais à justement découvrir en toi, à valider? Oui, quand j'ai commencé à m'intéresser au cerveau, au début je me suis comportée comme une scientifique classique. J'ai commencé à lire la littérature, lire les livres. Je suis allée interviewer des personnes, j'étais encore à l'Institut Pasteur, donc j'ai interviewé un prix Nobel, Françoise Barré-Sinoussi. J'ai interviewé des gens qui travaillent en neurosciences. Puis un jour, je me suis dit, si t'es une vraie scientifique, les scientifiques, ils expérimentent. Donc je me suis dit, je vais aller moi-même expérimenter sur mon propre cerveau, voir ce qui se passe dans la boîte noire quand on met le cerveau dans des conditions extrêmes, parce que les protocoles scientifiques sont challengeants. Souvent, on nous place à la limite entre le conscient et l'inconscient. Et puis, je voulais aussi rester vraiment proche de la nouveauté en science, parce qu'il faut savoir que la science, quand on travaille sur quelque chose, ça prend environ 3 ans avant de le publier. Donc en réalité, quand on voit l'article sortir, c'est déjà 3 ans depuis qu'on travaille sur la question. Et moi, je voulais savoir quelles sont les questions qu'on se pose aujourd'hui en neurosciences, qui commencent à questionner et auxquelles on cherche des réponses. Donc voilà, c'était à la fois expérimenter sur moi, puis rester à proximité avec les dernières découvertes des neurosciences. Super. Alors justement, pour commencer la conversation, je voulais qu'on parle des neurosciences de manière générale, parce que effectivement, j'ai l'impression qu'avec l'émergence des neurosciences, on change complètement de paradigme sur le cerveau. Parce que pendant longtemps, on se disait, le cerveau, c'est cet organe globalement assez stable, qui évolue peu, et à un moment donné, il arrête d'évoluer. Là, j'ai l'impression que les neurosciences, tu as parlé un peu de cette neuroplasticité, ça rebat complètement les cartes. Et ma question, c'était, dans quelle mesure ça rebat les cartes et qu'est-ce que ça ouvre comme perspective pour nous, les êtres humains, sur notre vie, sur notre développement, ces neurosciences? En fait, c'est incroyable le nombre de possibilités qu'on ouvre. Justement, ce que tu évoques, cette croyance qu'on a que l'apprentissage, ça s'arrête à nos études. Pour beaucoup, ils pensent qu'à la fin de nos études, c'est bon, on n'a pas à apprendre plus. Aujourd'hui, la neuroplasticité montre que on a des nouvelles connexions tout au long de notre vie, jusqu'à la fin de nos vies. Et on peut accélérer cet apprentissage. Et d'ailleurs, je pense qu'il est vraiment nécessaire pour la bonne hygiène du cerveau, de cultiver cette stimulation constante, cette amélioration constante de notre pensée, qui nous permet d'apprendre des nouvelles choses, de faire mieux chaque jour, et qui nous permet de rester aussi curieux et surpris de la vie. Et je pense que ça, c'est vraiment important pour notre force vitale. Mais effectivement, un des neuromythes, parce que je sais que c'est un des sujets qui est souvent discuté en neurosciences, un des neuromythes, c'est que l'apprentissage s'arrête. Et en fait, non. C'est vraiment important de continuellement commencer à chercher où est-ce qu'elle est cette zone où je commence à rentrer dans une zone où je connais pas tout. Donc, des fois on l'appelle la zone du confort. Pouvoir se placer dans cette limite qui nous permet de grandir constamment, c'est très très important pour notre cerveau. Cette capacité de cultiver une pensée qui cherche à grandir, qui cherche à s'améliorer, très 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 important. Moi, des fois, je dis dans mes conférences, notre cerveau, c'est un héritage. On arrive dans ce monde, on est à peu près sur page blanche. Il y a quand même quelques réactions qui sont préenregistrées, il y a des automatismes qui sont préenregistrés, mais on arrive, et ce que notre cerveau va programmer, ça va être ce qu'on va copier de notre environnement. Donc on va s'approprier les schémas de pensée des gens qui nous entourent. Parce que ce sont ceux qui nous apprennent ce qui fonctionne dans cette vie. Ils connaissent la société, ils connaissent le mode de fonctionnement, et on va s'approprier ces schémas. Alors, il faut savoir que notre cerveau, c'est un organe de survie. De base, il était là pour nous aider dans notre survie. Malheureusement, on continue à se transmettre des schémas de survie, qui ont été certes très utiles pour l'espèce, pour notre survie jusqu'ici, sauf qu'on ne vit plus dans des conditions de survie. Mais si on ne questionne pas ces schémas, on continue quand même à se transmettre des schémas de survie, et en fait, on n'augmente pas la qualité de nos vies. D'où le fait que pour moi, les neurosciences, ça devient vraiment un sujet central de pouvoir se dissocier un peu de notre pensée. Nous ne sommes pas notre pensée fait partie de nous, mais nous ne sommes pas que ça. Pouvoir se dissocier, remettre en question certains schémas, et pouvoir les ajuster par rapport à ce qu'on cherche aujourd'hui, ce qui est plutôt des vies qui ont une certaine qualité, et des modes de pensée, des schémas de pensée qui nous amènent à la qualité. Notre cerveau, par défaut, il va chercher juste à transmettre des choses qui sont fonctionnelles. Par exemple, je t'ai dit que j'étais timide une bonne partie de ma vie. Pour mon cerveau, c'était plus important de continuer à copier-coller ce qu'il connaissait déjà très bien comme schéma, le schéma de timidité, et de le transposer sur le futur. Donc si moi j'interviens pas sur mes propres schémas,
Pour mon cerveau, il n'y a pas de souci, c'est fonctionnel. Hein. Mon être humain continue à survivre, même avec de la timidité. Donc, ce type de remise en question sur nos propres schémas, il est très, très important pour qu'on puisse continuellement apprendre à mieux se servir de notre cerveau. Notre cerveau doit devenir notre serviteur. Et moi, je savais pas à l'époque. Je pensais que tout ce que mon cerveau me disait, c'était la réalité. Et c'était lui, en quelque sorte, le maître de bord. Et il faut inverser cette carte. On appelle ça de la métacognition en science. C'est notre capacité de élever notre manière de regarder la pensée et de vérifier cette pensée, elle est utile ou pas utile. Et de choisir, en quelque sorte, nos pensées. On a cette possibilité. Et c'est ça qui nous permet, justement, de dépasser des limites. C'est ça qui nous permet de fonctionner mieux chaque jour. Juste s'élever au-dessus de notre pensée. Chacun de nous peut le faire. Moi, je le savais juste pas. Je savais pas qu'on avait cette capacité de travail sur nous-mêmes, qui est presque magique, parce qu'on rentre dans notre programmation interne, et celui qui peut reprogrammer la manière de percevoir le monde, il reprogramme sa vie. Donc on a des vraies capacités de magiciens de nos propres vies. En introduction, tu disais que par défaut, justement, donc tu parles de ce mode survie, tu disais par défaut, notre cerveau ne sait pas être heureux. Alors cette phrase, tu l'as écrite en plus dans un de tes articles, elle m'a questionnée à 2 égards. Le premier, c'est que ça sous-entend quand même que le bonheur, c'est aussi l'affaire de notre cerveau. Et ça sous-entend aussi que le cerveau, c'est un peu un obstacle à ce bonheur. Et donc je voulais que tu nous expliques justement un peu plus en détail ce que tu mets derrière cette phrase-là. Plaisir. Alors, ça touche un petit peu à ces schémas de survie de notre cerveau qui se perpétuent, et si on les questionne pas, on va continuer tout simplement à se contenter d'une vie. Le cerveau, il cherche à réduire l'effort. C'est-à-dire que lui, il va automatiser des pensées. S'il y a une pensée qu'on remet pas en question, hop, elle rentre dans un logiciel un peu subconscient, inconscient plutôt, et ça crée des habitudes de la pensée, des habitudes de comportement qui sont plus ou moins utiles. Le bonheur, c'est une vraie compétence. Le bonheur, c'est ma manière de gérer mon film interne, parce que nos vies, ce n'est pas quelque chose ce sont des choses qui se passent à l'intérieur de nous, mais qui sont absorbées par notre cerveau. En fait, on va utiliser nos 5 sens pour s'approprier le film externe, et nos 5 sens, plus certaines biais cognitives, vont construire un film interne. Ce film interne, c'est vraiment ce que je vais expérimenter. J'expérimente pas ma vie, j'expérimente la manière dont mon cerveau traduit cette vie autour de moi. Donc une forme de croyance, finalement. Exactement. On peut l'imaginer, c'est comme si nos cerveaux sont des caméramans qui filment la réalité. Et ils se positionnent des fois sous un angle qui est utile, et des fois, c'est l'angle qui n'est pas utile. Quand je dis utile ou pas utile, ça sous-entend qu'il y a un objectif derrière. Parce que, si tu veux, il y a pas une vraie réalité absolue. Pour s'approprier la réalité absolue, il faut regarder tous les angles possibles. Ce qui fait énormément d'informations à traiter. Nos cerveaux, ça demande énormément d'énergie pour eux. Donc, on n'aura pas cette possibilité d'analyser toutes les données de la réalité qui se produit autour de nous. Par contre, il y a des réalités utiles pour tel objectif. Et c'est ça qui va nous intéresser, de prendre la caméra et la placer sous le bon angle qui me permet d'obtenir ce que je veux obtenir et d'avancer, de continuer à me développer. Et il y a des angles, quand on place la caméra, on se crée notre malheur et on se bloque dans notre malheur. Et le pire, c'est quand on croit que c'est la vérité. En fait, il y a beaucoup de vérités qui existent. Et la vérité, pour moi, c'est un choix qu'on fait dans notre pensée. Et on peut éduquer notre pensée à faire les bons choix pour nous. Quand je dis les bons choix pour nous, parce qu'on va se dire, mais c'est peut-être le mauvais choix pour l'autre. Alors, le bon choix pour nous, c'est nous pour notre croissance. Notre croissance nous permet d'aller vers des états où on est de plus en plus utile pour les autres, plus de contribution pour les autres. Quand on est dans un chemin de croissance, souvent on est aussi dans un chemin d'empathie et d'altruisme aussi pour les autres. C'est une forme un juste mélange de ce paradoxe entre l'égoïsme et l'altruisme qui nous permet à la fois, je pense à moi, je me développe pour le bien des autres, pour contribuer davantage aux autres. Donc tout ce travail que je fais sur mon cerveau, je peux te dire que mon cerveau d'aujourd'hui, il est beaucoup plus utile pour les gens autour de moi. Déjà, je lui ai appris à être une source de joie, qui est une fréquence, on va dire, plutôt rare. Quand on est dans une grande ville, là on est à Paris, quand tu rentres dans le métro, tu ne vois pas beaucoup de fréquences de joie naturellement. Donc moi j'ai appris à mon cerveau à constamment chercher cet angle de vue de la réalité qui lui permet de vivre des émotions positives. Et en plus de ça, tu as certainement entendu parler de la contagion émotionnelle, c'est-à-dire que cette fréquence qu'on véhicule, la fréquence émotionnelle, c'est quelque chose d'impalpable, mais que tout le monde perçoit. Parce que les gens inconsciemment,
quand ils rentrent en contact avec toi, ils perçoivent des informations qui sont traitées avec une grande vitesse. Notre inconscient, il traite 1,2 million d'informations par seconde. Donc, inconsciemment, la personne, elle t'a ressenti avec son inconscient. Elle sait ce que tu émanes comme énergie. Donc, la contagion émotionnelle, ça se produit dès que je rentre dans une pièce où quelqu'un, voilà, on est en rendez-vous. Nos fréquences vont s'équilibrer, en quelque sorte. Et on va se mettre sur une fréquence de choix. Donc des fois, peut-être que ça t'est déjà arrivé, tu rentres dans une pièce, tu te dis pourquoi ça sent mauvais ici, je me sens déjà fatiguée. Bon, des fois c'est l'énergie de groupe qui est tellement bas que t'as l'impression de te faire aspirer. Donc ça c'est plutôt quand on est dans des énergies de désespoir, on est plutôt avec des caméras qui filment le négatif de la vie. Du coup l'énergie baisse. Et des fois, tu rentres dans un lieu et tu sais pas pourquoi, tu te sens très très bien. Pareil, c'est l'énergie émotionnelle qu'on véhicule. C'est invisible, mais ça a beaucoup d'importance pour nos performances et pour notre bien-être, bien sûr. Donc toi, ce que tu nous dis, c'est que pour dépasser ce biais cognitif de négativité, il faut aller choisir, mais intentionnellement du coup, les informations qui vont servir du coup soit mon objectif de joie, de bien-être, qui somme toute est un objectif que tout le monde souhaite atteindre. Mais ça nécessite quand même un effort du coup. Parce que par défaut, on va scanner que ce qui va pas. C'est ça que tu nous dis? Exactement. Il y a quelqu'un qui disait, il y a de la gravité dans les émotions. C'est-à-dire que c'est plus facile de descendre que de monter. Alors, les émotions, quand on dit des fréquences basses, c'est les émotions qui sont facilement accessibles. Ce sont la peur, ce sont la colère, la honte, la culpabilité. Ça, c'est facilement accessible. Ça demande un effort d'aller vers des émotions qui sont au-delà du courage, la joie, l'amour, la gratitude. Ce sont des fréquences qui nous font énormément de bien. Il y a beaucoup d'études scientifiques actuellement sur la gratitude, par exemple, et les bienfaits que les pratiques de gratitude amènent, que ça soit sur le travail d'équipe, que ça soit dans nos relations personnelles, ou que ça soit dans nos performances. Donc c'est pas par hasard, et ça se cultive. Naturellement, notre cerveau ne cherche pas à aller vers ça. Et par contre, quand on apprend à l'amener à aller vers ça, on peut développer des habitudes qui ensuite deviennent automatisées, et il peut les faire lui tout seul. Moi, actuellement, mon cerveau, je l'ai bien éduqué, on va dire. Donc, très rapidement, alors, ça veut pas dire que je ne vis pas de situations difficiles. Et ça, on ne peut pas éviter. Parce que les situations difficiles, c'est un peu comme les poids dans une salle de fitness. On a besoin de ça pour se renforcer. Aujourd'hui, quand je vis des situations difficiles, la différence, c'est que le temps que je mets à sortir des émotions qui sont en lien avec le choc qu'on aura dans la situation difficile, le temps que je mets, il est tellement faible que moi, de l'extérieur, quelqu'un regarde ma vie, les gens, ils ont l'impression que c'est une vie de bonheur, c'est presque illusoire. Mais en fait, c'est pas ça, c'est juste que le temps d'émotions négatives est tellement faible qu'on le voit moins, on le voit presque plus. Donc, aujourd'hui, mon cerveau, quand je suis dans une situation difficile, j'ai toutes les questions, tous les exercices qu'il a fait pendant des années pour appliquer et voir qu'il y a un vrai bénéfice de les faire, et il les fait automatiquement. Par exemple, l'exercice simple qu'on peut faire, quand on est dans une situation d'adversité, c'est de commencer à chercher l'opportunité dedans. C'est, ok, on ne nie pas l'adversité, on ne nie pas le problème de la situation, mais par contre, en même temps qu'il y a cette pensée, on cherche à développer la pensée opposée. Qu'est-ce que je ne vois pas qui est comme opportunité? Ça peut être au niveau des gens qui sont dans la situation, ou sont mes alliés. Souvent, dans une situation d'adversité, naturellement, les contre-forces feront qu'il y aura des gens qui vont s'allier à nous. Rien que d'apprendre à notre cerveau à les trouver, c'est un premier relâchement qui va se faire pour dire, en fait, c'est pas que du mauvais, il y a quelque chose peut-être du potentiel dans cette situation. Et ensuite, il faut développer une créativité augmentée, parce que les situations difficiles, on les gère avec de la créativité. Il faut une nouvelle pensée, il faut une nouvelle manière de réagir. Donc, la créativité, c'est un muscle. Je peux te donner aussi quelques éléments qui aident pour qu'on aille davantage vers la créativité. Mais dans une situation difficile, premièrement, c'est de relâcher la pensée comme quoi il y a que du négatif, c'est de se dire en fait qu'est-ce que je ne vois pas, et d'aller observer la double réalité, aider notre cerveau, parce que notre cerveau il a tendance à faire une analyse plutôt binaire, voir ok c'est du blanc ou c'est du noir, ça c'est par défaut il fait ça. Par contre nous quand on commence à travailler le cerveau, on le rend plus malléable et on inclut des nuances entre le noir et le blanc, on inclut toutes les nuances, et ces nuances nous aident à avoir des idées créatives pour sortir plus vite de la situation, voire pourquoi pas s'amuser dans la situation. Parce que il y a aussi des études qui montrent que face aux difficultés, alors on peut avoir deux types de réactions. Soit on réagit à travers la peur, ou soit on agit à travers la curiosité.
Donc si nous, volontairement, face à une difficulté, on se met à un état d'esprit de curiosité, on ne vit pas la situation difficile de la même manière. Parfois même, on va pas nommer cette situation étant difficile. On va se dire, ah, c'était stimulant. Ah oui, j'ai trouvé de nouvelles solutions, j'ai trouvé de nouvelles personnes à collaborer. Ah, ça nous a stimulé là, intellectuellement. Donc c'est vraiment, nos vies, c'est une attitude face à la vie, avant tout. Je voulais réagir sur, tu as dit, ça remodèle, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, le cerveau. Et ça m'a fait penser à cette phrase du psychologue américain Rick Hanson, il dit « You have to trick your brain ». En français, ça donne, faut un peu piéger son cerveau, parce qu'en réalité, pour changer ses pensées, il faut changer ses pensées. Mais entre les deux, il y a le cerveau qui joue, et c'est un peu bizarre, parce que ça paraît super évident, mais d'un point de vue rationnel, c'est assez étrange de se dire, je dois générer, on va dire, consciemment des pensées positives pour changer mon cerveau, pour avoir des pensées positives. La démonstration est un peu étrange d'un point de vue rationnel, mais ça m'a fait penser à ça, c'est que en fait, plus tu vas créer des pensées positives, plus tu vas créer des pensées positives en fait. Exactement. C'est comme si on apprenait au cerveau que c'est ça qui est à faire. Le cerveau, c'est un exécutant. Je pense, la première étape quand on travaille sur soi, la première étape, c'est de sortir de la posture du cerveau qui décide à notre place. C'est vraiment de prendre cette posture le cerveau est là pour me servir. Est-ce que là, cette pensée, elle me sert? De remettre en question ces pensées. J'ai l'exemple de Tony Parker qui disait que des fois dans un match de basketball, il va se retrouver dans des situations où s'il a raté 3 fois, son cerveau commence à lui dire non mais c'est impossible. Et donc au début de sa carrière, il ratait la suite du match. Et puis un jour, il discute avec quelqu'un et la personne lui dit mais pourquoi pas? Alors il dit moi quand ça m'arrive, c'était un autre basketballeur, il disait moi quand ça m'arrive, je dis juste à ma tête, je dis supprime. Et en disant ça, il envoie la commande, hop, supprime la pensée. Et c'est presque magique parce qu'on a l'impression qu'on se débarrasse pas si facilement de nos pensées, mais en fait la commande active le néocortex. Alors le néocortex, c'est la partie rationnelle qui nous permet de trouver des stratégies, et il contrebalance les réactions de l'amygdale, l'amygdale étant la partie émotionnelle, c'est la région qui est responsable de nos émotions. Dès qu'on active le néocortex, on rentre en maîtrise de cette partie émotionnelle et on sort de cette attitude de subir nos émotions. Donc rien qu'avec un simple exercice de supprime, ça peut vraiment nous aider à se débarrasser des pensées parasites, des pensées qui nous hantent des fois, et que quand on essaie à les contrer frontalement, on se dit non mais ne pense pas ça, ne pense pas ça. On fait que penser à ça. Terrible. Donc là, en fait, ce que tu me dis, c'est le fait de faire ça, c'est comme si on donnait un petit mode d'emploi à notre cerveau en lui disant voilà sur quoi j'ai envie que tu mettes l'énergie, et là le supprime, c'est en gros je fais reset des pensées qui ne me servent pas, si je reboucle avec ce que tu as dit au début, et c'est comme ça qu'on arrive à déployer un mode de fonctionnement qui nous va mieux et qui sort de la négativité du coup. Exactement. Des fois je dis, le cerveau, il faut transformer notre relation qu'on a avec notre cerveau, il faut qu'il devienne un allié à notre réussite. Et pour cela, il faut construire ce lien entre moi qui demande à mon cerveau des choses et lui qui exécute. Donc il y a ce travail au démarrage, il y a un vrai travail de collaboration avec le cerveau pour se dire ok, on se fixe un objectif, on est ensemble sur cet objectif, et donc on va trouver les pensées qui nous aident à se rapprocher de cet objectif. Donc il y a les petites stratégies qu'on va utiliser au moment où le cerveau flippe, stresse, et donc il nous fait des pensées négatives. Les pensées négatives, il y a des études qui ont étudié ça, donc la moyenne, c'est 60 à 70% de pensées négatives. Donc, être normal, c'est être négatif. C'est plutôt rassurant, du coup. C'est rassurant, mais après, on se dit, il faut pas que je sois normal. Il faut sortir de cette normalité. Donc, déjà de se dire, ok, c'est pas juste moi, c'est pas juste mon cerveau qui fait ça, tous les cerveaux font ça. Donc si on est dans une compétition, il faut savoir que aussi les adversaires, ils ont le même problème à gérer. Et donc c'est celui qui aura les bonnes stratégies mentales qui permettra de sortir parfois c'est une torture mentale quand le cerveau commence à dire non mais t'es pas capable, tu vas pas y arriver. Donc comment sortir quand le cerveau s'emballe à produire des pensées négatives? Quelles sont les stratégies qui m'aident à sortir de ça? Il peut y en avoir beaucoup. Là, la stratégie supprime, ça en est une. On peut utiliser nos 5 sens, par exemple, pour sortir de cet orage mental qui se produit des fois dans nos pensées. Avec les 5 sens, comment on fait?
En fait, on va utiliser un canal, soit le canal visuel, soit le canal auditif. Donc, soit on fixe les yeux sur un objet autour de nous, soit on va se focaliser sur ce qu'on entend autour de nous, ou soit on peut se focaliser sur le kinesthésique, donc le toucher. On peut simplement toucher sa propre peau, on peut toucher un objet, on peut toucher un vêtement, juste pour diriger l'attention vers les 5 sens qui, eux, ils ont cette tendance à nous ramener dans le moment présent. Dans le moment présent, on n'est plus dans cette vagabondage mental qui produit des pensées constamment. Dans le moment présent, on est ici, on est connecté à nos 5 sens et il n'y a pas de problème. Pourquoi je dis il n'y a pas de problème? Parce que s'il y en avait un, on serait déjà en train d'agir, on serait dans l'action, on ne serait pas dans un bavardage mental. Si on est là et on peut se permettre de plonger dans un bavardage mental, c'est que dans le moment présent, on peut vraiment retrouver la paix. On l'a tous vécu, par exemple les parfums, ça nous attire fortement dans le moment présent. Les restaurants qui ont des plats gastronomiques, c'est la même chose, ça attire tellement à nos 5 sens, justement le goût, on revient dans le moment présent. Mais du coup, est-ce que c'est parce que ça nous attire dans le moment présent ou ça fait aussi émerger des souvenirs? Parce que les sens, souvent, il y a des images mentales qui arrivent, généralement agréables, les parfums en l'occurrence, bon, ça peut être désagréable, mais est-ce que c'est parce qu'on est vraiment dedans ou est-ce que c'est parce que ça fait jouer aussi la mémoire quelque part? Alors, il y a les 2 mécanismes qui nous permettent d'augmenter notre bonheur, notre qualité de vie. Ça vient contrebalancer une réalité cérébrale qui est que notre cerveau vagabonde presque à la moitié du temps. 47% du temps, notre cerveau se balade entre le passé et le futur. Donc 47% du temps, on n'expérimente pas. Donc c'est la moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des cerveaux qui se baladent un peu plus. Les cerveaux baladeurs. Donc quand notre cerveau se balade, il va soit réviser des souvenirs du passé, soit se projeter dans quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Tu l'as dit tout à l'heure, on est biaisé vers la négativité. Donc quand le cerveau se balade, par défaut, il aura tendance à revisiter les souvenirs négatifs, traumatisants, quelque chose qui s'est mal passé, ou ils vont se projeter dans des projections de peur du futur. Donc, mais si ça marche pas. Donc quand on le laisse se balader lui tout seul, il aura un biais qui est que le film interne sera plutôt des expériences négatives. C'est pas que ça, mais majoritairement. Maintenant, si on fait revenir dans le moment présent, on sort du film mental, donc dans le moment présent, mais on regarde l'existence dans sa simple forme. Et dans le moment présent, on retrouve la joie, la simplicité de la joie. C'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup, et c'est pour ça que toutes les approches de pleine conscience, de méditation, qui nous permettent de reconnecter à ici et maintenant, ça marche comme ça. On sort du bavardage mental, et ici et maintenant, en fait, l'existence, elle est belle. Elle est simple. On a la chance d'être en vie, on a la chance de respirer. Rien que de ressentir et de revivre cette beauté de la vie simple, ça nous permet déjà d'augmenter la qualité de nos vies. Maintenant, ce que tu évoques, c'est comment balader notre cerveau, comment se promener avec notre cerveau, mais on le prend par la main. On peut aller lui faire revisiter les souvenirs qui nous ont fait du bien. Des fois, ça peut être un parfum qui nous amène à un bon souvenir, mais on peut aussi prendre notre cerveau par la main et lui dire... Rappelle-toi quand tu étais avec tel ami, comment vous vous sentiez quand vous regardez la nature. Et on peut faire des replays de nos films qui nous ont fait du bien. Par contre, comme naturellement notre cerveau se souvient moins bien de ces moments versus les moments négatifs, donc il y a un vrai effort à faire à rafraîchir ce répertoire de films positifs qui nous ont fait du bien pour que naturellement il aille les chercher plus facilement. Parce qu'il y a un biais de disponibilité. Naturellement, l'information qui remonte plus vite en surface, c'est celle qui est plus accessible et combinée avec le biais de négativité, ça veut dire que naturellement, l'information qui remonte plus vite en surface, c'est une information négative, la plupart du temps. D'où le fait qu'on se crée des perceptions que nos vies sont négatives, que nos vies, je sais pas, que nos carrières sont pas assez satisfaisantes, que nos relations sont pas assez satisfaisantes. Parce que le cerveau, par défaut, il va remonter des informations qui ne soutiennent pas le bonheur, malheureusement. Donc on a 2 biais à aller déconstruire un petit peu, le biais de négativité et le deuxième, le biais de disponibilité que tu viens d'évoquer. Exactement. Ces 2-là combinés, c'est le combo pas gagnant, quoi. C'est ça, c'est le combo malheur. Ouais. C'est une perception de malheur, parce qu'en réalité, quand on réapprend à utiliser notre cerveau, la même vie, on peut la vivre avec beaucoup plus de satisfaction. On trouve le bonheur là où avant on ne le voyait pas.
Et on s'ouvre au bonheur, en fait. C'est notre pensée qui apprend à aller voir le bonheur. Et on l'entraîne, par exemple, pour le biais de disponibilité, avec un répertoire de souvenirs positifs qu'on va revisiter. On entraîne le cerveau à aller les trouver facilement et les remonter en surface. Donc mon cerveau, quand il marche en mode automatique, il va me remonter plein de souvenirs sympas. Donc je suis très reconnaissante. Et donc le film que je vais vivre en interne, dans les temps vides de la journée, par exemple, je prends le métro, ce qui va se passer dans ma tête de manière passive, c'est sympa. Et donc je suis reconnaissante à mon cerveau qui fait ça, mais c'est moi qui ai fait l'effort pour qu'il puisse le faire aujourd'hui pour moi. Je vais te donner un exemple d'outil qu'on peut utiliser et que je continue à utiliser dans ma relation de couple. Depuis le début, je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas faire un carnet des moments, je les ai appelés les moments magiques. Donc, les moments très sympas, les moments très agréables qu'on a vécu ensemble. Et donc, j'ai mon carnet, à chaque fois quand on fait quelque chose on se voit avec mon chéri, je vais noter les moments qui m'ont touché moi. Parce qu'il faut savoir qu'on a une sensibilité différente, donc c'est pas les mêmes choses qui nous touchent. Donc moi, je vais faire d'une sorte pour noter les moments qui m'ont touché. Ça fait 6 ans que je suis avec mon chéri, qui est devenu mon mari, et ces carnets-là, c'est un trésor. Parce que des fois, on va avoir, comme tout couple, on va avoir nos moments difficiles. Et dans ces moments difficiles, les carnets avec tous ces moments-là, mais je vois à quel point on a construit un trésor ensemble, mais à chaque fois, je vais utiliser ça pour passer plus rapidement les moments difficiles. Et trouver la bonne énergie pour qu'on puisse discuter des sujets difficiles. Parce que dans les relations de couple, par exemple, ça serait développer cette capacité avec quelle énergie aborder, avec quelle stratégie aborder les problématiques pour qu'on puisse à chaque fois les dépasser ensemble. Voilà, un outil, je vous le conseille vraiment, le carnet des moments magiques. C'est trop beau, c'est un trop bel outil, c'est une forme de gratitude adaptée au couple, on va dire. C'est exactement. Se rappeler pourquoi j'aime cette personne, pourquoi je suis avec elle. Et c'est vrai que parfois, dans le quotidien, on oublie pourquoi on apprécie les gens. Souvent, on considère d'ailleurs que c'est acquis. C'est acquis et donc on oublie pourquoi c'est si essentiel. C'est un très bel outil, donc merci de nous le partager, Biljana. Sur le vagabondage, ce que tu dis est important parce que tu dis « je vagabonde positivement quand je le choisis ». Et c'est vrai que là, je lisais une étude récemment qui disait en fait, il vaut mieux être en conscience sur des choses qui nous paraissent même ingrates du quotidien plutôt qu'être en vagabondage mental. C'est-à-dire, il vaut mieux que je fasse ma vaisselle ou mon ménage en pleine conscience plutôt que de m'échapper dans mes pensées. Je serais plus heureux en étant dans le moment. Et c'est souvent contre-intuitif parce qu'on se dit pas ça au quotidien. On se dit, je vais penser à autre chose en faisant ma vaisselle ou mon balai ou mes courses ou n'importe quoi. Exactement. Quand on est dans le moment présent, peu importe ce qu'on fait, c'est toujours mieux que de laisser le cerveau par défaut vagabonder, sauf si on lui a appris à bien vagabonder et trouver les bons souvenirs. Moi, ça me rappelle ce que tu évoques, ça me rappelle un jour, c'était un enseignement plutôt spirituel, donc ça parlait plutôt de l'incarnation de quelque chose de divin à l'intérieur de nous. Et il disait, quand vous marchez sur le trottoir, imaginez que vous baladez une divinité en vous, une déesse, un dieu si on est un homme. Et en fait, j'ai entendu ça et je me suis dit, tiens, la prochaine fois où je marche sur le quai du métro, je vais m'imaginer ça. En fait, le plus important, c'est est-ce que c'est utile, est-ce que ça me donne de l'énergie ou pas. Donc on teste les choses, moi je suis scientifique, donc j'expérimente les choses, ceux qui marchent, je les garde, ceux qui marchent pas, je les garde pas. Mais en tous les cas, c'était vraiment un moment, je me sentais très très bien de marcher et d'avoir cette pensée à l'intérieur de moi qui me permettait d'avoir une posture avec plus de présence, de ressentir le moment présent plus fortement et de voir les gens autour de moi plus fortement aussi. On peut le faire aussi avec la vaisselle, de prendre vraiment le temps de ressentir le toucher, la fraîcheur de l'eau. Tous ces éléments-là ont de la valeur pour nous et ça peut nous ramener au moment présent. Comme aussi, on peut faire la vaisselle et se dire, tiens, je vais me rappeler le jour où mon chéri m'a offert des fleurs et donc je vais repasser tout le souvenir en même temps. Mais c'est comme ça qu'on crée notre bonheur. Là, tu parlais de la divinité, je voulais qu'on parle justement, ça fait le lien avec la confiance en soi, c'est un sujet aussi qui t'est cher, et tu dis, par défaut, notre cerveau nous dévalorise. Consciemment, on voit que ce qui va pas chez nous, c'est normal de ce que tu nous expliques, donc c'est rassurant, mais comment on contrebalance ça justement pour gagner en confiance en soi au quotidien et oser agir, oser sortir de la timidité comme tu l'as fait? Comment on reprend les rênes aussi de la confiance en soi? Très très belle question et ça demande un vrai travail. Alors là, la confiance en soi, elle va consister à aller se rencontrer soi. Très souvent, pour manquer de confiance, on va rentrer dans des processus de comparaison que notre cerveau fait constamment. Donc ça rentre dans sa manière d'apprendre des choses.
Mais si on le laisse faire de manière inconsciente, on va se retrouver à se comparer avec des gens qui n'ont pas les mêmes forces que nous. On sera pas conscient de quelles sont nos forces. Et en fait, ça revient un petit peu à la phrase qui disait, si on est un oiseau et qu'on se compare à un poisson, on n'apprendra jamais à nager aussi bien qu'un poisson. Donc il faut apprendre à connaître, est-ce que je suis un oiseau, est-ce que je suis un poisson, et au lieu de se comparer avec des choses ou des gens qui n'ont pas les mêmes forces que nous, plutôt de identifier nos forces et se comparer nous-mêmes par rapport à nos propres forces. Donc c'est un travail indispensable pour notre cerveau qui, lui, il est à 95% inconscient des processus qui se passent en nous. Souvent en conférence, je vais dire, vous imaginez, quand vous dites « je me connais », vous parlez de 5% de vous. On a tous besoin d'aller se rencontrer, de libérer de l'espace temporel aussi pour cette rencontre de soi, d'aller identifier, ok, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses aussi, où sont mes talents naturels, pour qu'on puisse apporter la valeur qui est déjà en nous, qu'on cherche pas à développer quelque chose qui n'est pas là, où on n'est pas fort, mais en fait, chacun de nous a ses forces, et plus on les voit, plus on va pouvoir les utiliser, et on va contribuer aux autres avec qui on est. On n'aura pas besoin de chercher à être quelqu'un d'autre. Moi, il y a un sujet qui me touche beaucoup, c'est l'authenticité, qui est un sujet difficile, parce que l'authenticité, ça sous-entend de plonger dans mon inconscient, de savoir qui je suis, de savoir dans les situations où je me sens peut-être pas authentique, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, de pouvoir travailler dans ces moments-là, de réajuster à chaque fois, de pouvoir se retrouver soi. Mais je trouve que c'est très important de se reconnecter à soi et justement en plongeant et en questionnant ses forces et talents, parce que ça nous permet d'arrêter d'écouter les voix de l'extérieur qui nous parlent et nous disent il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, mais plutôt à chaque fois d'avoir une approche, bon, j'ai entendu ce que l'extérieur me dit, maintenant moi, qu'est-ce que l'intérieur me dit? Donc est-ce que je le sens, est-ce que j'y vais pas? Et c'est une vraie capacité qui se développe parce que là, si tu veux, on va au-delà du cerveau. L'inconscient, c'est tous les processus qui vont inclure le corps, les émotions. Je me suis rendu compte des fois avec des clients à moi, quand je disais, parce que la personne elle vit une situation de stress, je dis mais qu'est-ce que tu ressens? Elle est incapable de me dire ce qui se passe dans son corps quand elle est stressée. Et ça c'est un peu grave parce que ça veut dire que l'information qui monte du corps vers le cerveau, elle n'est pas conscientisée. Donc la personne elle n'est pas capable, c'est pas que l'information est là, mais elle n'est pas capable de mettre des mots sur ce qui se vit dans son monde intérieur. Donc c'est très difficile de gérer son monde intérieur si on n'arrive pas à le décrire, si on n'arrive pas à voir en quelque sorte ce qui se joue à l'intérieur de nous. Et donc ce travail-là de conscientiser, c'est de l'introspection, et c'est de l'intelligence intrapersonnelle, donc c'est à l'intérieur de moi, j'apprends à me connaître. C'est indispensable pour pouvoir apprendre à gérer ses émotions, à décider en fonction de nos valeurs, de qui on est, à fixer des objectifs qui nous parlent à nous, et pas juste des objectifs qui ont l'air bien aux yeux de la société. Donc tout ça, c'est un vrai travail à faire. Sinon, on va se retrouver dans des vies, moi j'étais un peu dans ce type de vie, où j'ai doctorat en sciences, Institut Pasteur, je vis à Paris, en couple, donc tout a l'air bien de l'extérieur, mais à l'intérieur de moi, je me sentais vide. Vide, parce que les choses sont pas reconnectées en fait. Quand on sait pas qui on sait pas pourquoi on fait les choses, on devient des machines, on fait les choses un peu par cœur et par habitude et parce qu'il y a le salaire à la fin du mois et parce que on survit. Voilà, on rentre dans des schémas de survie et là il n'y a pas de bonheur dedans. Le bonheur vient vraiment de cette conscientisation j'ajuste en fonction, j'apprends à me connaître et en fonction de qui je suis, j'ajuste les objectifs, les réussites que je veux, les personnes avec qui je veux interagir. Je vais aller chercher les gens qui me correspondent, des gens qui ont des valeurs en commun, qui veulent co-construire avec moi. Et là-dedans, on est proactif dans la construction de son propre bonheur. C'est un peu un mystère à dévoiler qu'on dévoile constamment au cours de nos vies. Moi, je dis le plus grand projet de recherche, c'est nous-mêmes. Chacun est chercheur et chacun a besoin d'étudier son projet de recherche qui est le soi. Et plus on l'étudie, plus on ajuste notre chemin de vie, plus on est satisfait, on est content de nous-mêmes. Et on développe cette autonomie de la construction de notre bonheur. Et on arrête de se plaindre que c'est mon mari, mon chef, la situation économique qui vient bousiller mon bonheur. Donc, dans toute situation économique, dans tout contexte, on peut être heureux. Vraiment, on peut être heureux. Bien sûr, si on est dans un pays où la situation économique est restreinte et on n'a pas beaucoup de possibilités, notre bonheur va devoir s'adapter aux possibilités qui sont proposées par le pays. Nous, on a la chance d'être dans un pays qui est plutôt bien développé.
Et en même temps, on se rend compte que les chiffres sur la dépression sont très élevés. Donc en fait, c'est pas le contexte économique qui crée notre bonheur. Voire, plus on a des options, moins notre cerveau sait quoi faire de ces options, et plus les gens dépriment par conséquent, parce que l'équation devient plus difficile à résoudre. Donc nous, on a ce luxe de la dépression, mais c'est en même temps le luxe qui nous pousse à aller apprendre à construire notre bonheur dans des conditions de vie élevées. Ton exemple, là, sur ta vie qui avait l'air parfaite sur le papier, mais tu te sentais vide, ça me fait penser, je sais pas si peut-être tu la connais, Dr. Santos, c'est une psychologue aussi américaine, elle dit, il y a 2 formes de bonheur, il y a je peux être heureux de ma vie, de l'extérieur, dans l'ensemble, tout ça correspond à ce qui va bien, mais je peux ne pas être heureux dans ma vie. Et elle fait la distinction entre les deux, et elle cite par exemple l'exemple de quand tu deviens parent, globalement, ça donne beaucoup de sens, donc tu es heureux de cette vie que tu as, mais au quotidien, c'est difficile, tu dors pas, donc il y a plein de petits moments dans lesquels t'es pas heureux de cette situation-là, mais ça n'empêche pas d'être heureux de ta vie. Et c'est vrai que je trouvais que la distinction, elle était importante, on peut être heureux dans l'un, mais peut-être pas dans l'autre. Et en gros, peut-être que l'idée, c'est de maximiser les deux. Ce que tu décris là, c'est les conditions de ma vie sont bonnes et donc c'est chouette, mais aussi avoir ce sens et être heureux de moi-même à l'intérieur aussi. Il y a peut-être les deux de ce que tu décris, du moins, il y a peut-être les deux à aller travailler. Exactement. En fait, ce qui vient nous toucher, nous, c'est souvent un lien avec nos valeurs. Nos valeurs, c'est une conséquence de notre propre histoire de vie, donc c'est un peu différent pour chacun. C'est comme une liste de choses importantes pour nous, qui sont hiérarchisées de manière différente pour chacun de nous, qui ont une valeur différente. Nos valeurs vont déterminer nos décisions, ils vont déterminer aussi si on sent qu'il y a du sens, et quand on les nourrit, ça nous donne de l'énergie. Alors, je l'ai pas dit, mais notre cerveau, c'est l'énergie très très importante pour notre cerveau. Notre cerveau, c'est l'organe le plus énergivore. Donc, quand on baisse d'énergie, quand on est fatigué, c'est pas le moment de décider, on n'a pas de créativité et on devient paresseux. Donc, c'est pas des choses qu'on veut expérimenter. Donc, très important, si on veut bien performer, c'est pas la quantité de temps qu'on passe pour la performance, c'est vraiment dans quelle énergie je suis. Est-ce que je me suis mis dans des conditions qui aident une bonne performance mentale? Parce que plus j'ai de l'énergie pour mon cerveau, plus je vais avoir des idées vite et plus intéressantes, et je vais pouvoir structurer, je vais avoir le recul nécessaire par rapport à ce que je suis en train de faire. Et donc, dans quel état d'énergie je fais les choses que je fais est très très important. Et l'énergie, comme je te disais, ça vient de nos valeurs. Donc, bien connaître qu'est-ce qui nous nourrit est très important pour pouvoir devenir autonome en termes d'énergie. La plupart des gens, ils font quoi? Ils ont de l'énergie quand il y a une réussite, quand il y a un bel événement qui se produit dans leur vie, ils ont de l'énergie. Et puis après, ils se laissent glisser par la pente, sur la pente, et puis ils descendent en énergie. Et ils se disent, mais pourquoi dans ma vie, c'est pas assez stimulant? Et en fait, on apprend à créer cette énergie. Si je connais mes valeurs, je peux voir ce qui me touche, par exemple dans mon interaction avec un enfant, je peux voir quelles sont les choses qui vont me donner de l'énergie à moi. Pareil, au quotidien, je pourrais identifier quels sont les moments, les activités, le type de conversation, le type de gens qui me donnent de l'énergie, pour que proactivement je construise une journée qui est remplie de choses comme ça, qui augmentent mon énergie, pour que j'ai de l'énergie pour les tâches, parce qu'il y aura des tâches qui nous prennent de l'énergie, des gens qui nous prennent de l'énergie. Pour justement avoir suffisamment d'énergie à gérer cette partie-là aussi. Mais ça nécessite quand même de bien se connaître. Et oui. Les valeurs, ça fait partie de c'est des critères inconscients. C'est pas, alors quand on parle de l'inconscient, c'est pas une partie de nous cachée. Elle interagit constamment avec le conscient. Par contre, il faut poser des questions et les laisser comme si on envoyait une lettre à la poste et on laisse pénétrer la question et puis on laisse notre inconscient remonter l'information. Donc ça demande un peu de patience. Très souvent, moi, je m'aperçois que les gens sont impatients à trouver des réponses profondes, et donc ils veulent que ça vienne dès la première question. Et non, en fait, l'inconscient, ça peut prendre du temps, ça communique avec nous à travers des ressentis, donc il faut bien se connecter à son corps pour bien ressentir quand le corps nous parle. Et puis, cette questionnement constant de se dire, en fait, c'est quoi qui est important pour moi dans cette situation ? Pour retrouver le critère qui nous appartient et ne pas décider par rapport à des critères externes ou par rapport à la pression du regard de l'autre. Voilà. Ce qui est pas évident à faire, parce que souvent c'est ce qu'on fait. Et oui. C'est la maîtrise de soi, ça demande du courage, parce qu'au moment où on se rend compte de ce qui est important pour nous, on peut se rendre compte aussi que nos proches, par exemple, ne partagent pas les mêmes valeurs. Et donc des fois on fait des choix qui ne plaisent pas à notre entourage.
Et cependant, c'est des choix qui sont importants pour notre énergie, pour notre développement, pour le sens qu'on donne à notre vie. Et donc le courage est une attitude à développer, une bonne habitude à développer pour pouvoir justement être à l'écoute de soi et ne pas se laisser influencer. On a un biais de conformité qui est très fort pour l'espèce humaine, comme notre survie dépendait de rester dans le groupe, ne pas se faire rejeter par le groupe. Donc le biais de conformité est très fort. Des fois, on va agir comme le groupe sans se poser zéro question, parce que c'est trop important de rester dans le groupe. Donc, pouvoir s'observer et sortir de ce biais-là, c'est important aussi. On n'est pas obligé de sortir à chaque fois quand le groupe dit 1 et nous on dit 2. Non, c'est pas à chaque fois qu'on fait ça. Mais par contre, de temps en temps, de se dire, ok, est-ce que c'est important pour moi de m'écouter et de dire ce que je pense? Et quand ça, à l'intérieur de nous, ça dit oui, ben, du coup, on apprend à avoir le courage de dire, je suis peut-être pas aligné avec tout ce que vous dites, mais pour moi, ça serait ça. Et des fois, on n'a même pas besoin de l'exprimer, c'est plutôt nous de pouvoir l'entendre. La vraie authenticité, c'est entre moi et moi-même. J'ai pas besoin que tout le monde entende qui je suis, ouais, ce que je pense. Ouais, ce dialogue intérieur. Exactement. C'est plutôt, est-ce que c'est utile? Donc, quand j'entends cette réponse, est-ce qu'elle est utile à être partagée? Si oui, ok, je la partage. Sinon, le plus utile, c'est que moi, je décide par rapport à cette information qui reste entre moi et moi-même. Et que je reste moi-même alignée avec mes valeurs et ce qui a du sens pour moi. Mais donc, ça veut dire aussi se poser les bonnes questions. Et oui, des bonnes questions. Alors, très souvent, c'est vrai qu'on se pose pas cette question qui nous relie à nous-mêmes. Par exemple, la question « qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce qui me touche moi ?» Ce sont des questions, rien qu'avec ces deux-là, on peut apprendre à se connaître. Imaginons, on part regarder un film au cinéma, il y a des moments qui nous touchent plus que d'autres. Pour moi, alors, tu me vois, je suis scientifique, j'utilise toute situation de la vie pour apprendre à connaître mon projet de recherche moi-même, et le projet de recherche de nous tous, le cerveau, et comprendre comment il fonctionne. Donc, même quand je pars au cinéma, à la fin, je vais me dire, mais en fait, moi, qu'est-ce qui m'a touché? Au lieu de chercher à raconter toute l'histoire du film, qui au final, je vais oublier certainement pour beaucoup de films plus tard, non, moi, c'est quoi le moment qui m'a le plus touché? Et la vraie question, c'est pourquoi ça me touche? Parce que c'est là où je vais apprendre à me connaître. Le film, il vient résonner avec moi. Donc moi, ma recherche, c'est quoi qui vient résonner, hein? C'est quoi cette partie que je sais qui me crée des émotions, par exemple. Très important quand on a des moments où on a des larmes aux yeux, de prendre ce moment de questionnement, de se dire en fait, c'est quoi qui me touche? Parce que à chaque fois quand on a une émotion, ça révèle des valeurs de nous. Donc, qu'est-ce qui me touche? Ah, ok, ben en fait, c'est la connexion aux autres ou l'entraide qui me touche. Ben, pour moi, c'est super important. Donc, savoir ça, c'est une première chose. Et ensuite, ok, comment je fais pour que dans ma vie, il y a plus de ça? Comment je le crée de manière proactive? Moi, quand j'ai compris que, par exemple, j'étais encore à l'Institut Pasteur, et je sentais que j'avais pas assez d'énergie. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? De l'extérieur, encore une fois, on est dans la meilleure structure de recherche en France. J'étais entourée par les meilleurs. Je pouvais même pas me plaindre. Si tu veux, la casquette victime, des fois, elle est sympa. On la prend et on se dit, mais non, mais facile aussi. Et là, je me disais, mais je peux même pas l'utiliser, celle-ci. Tout était vraiment très, très bon en termes de qualité du travail. Et moi, j'avais pas d'énergie. Et en fait, quand j'ai compris que ça venait pas directement nourrir mes valeurs, la séance, de la manière dont je la faisais à ce moment-là, venait pas nourrir mes valeurs, ben, je me retrouvais au milieu de la journée, j'étais épuisée. Et j'ai commencé à étudier mes valeurs et je me suis rendu compte que moi, j'augmente mon énergie quand je suis en interaction avec les gens. Donc, la connexion aux autres et étonnamment, ben, plus la connexion aux inconnus que la connexion avec des gens proches, ça me donnait beaucoup d'énergie. Donc, c'est pas à expliquer si c'est bien ou c'est mal, c'est moi. Ça fonctionne comme ça à l'intérieur de moi, donc c'est une observation. Quand je suis en connexion avec des gens externes, naturellement, j'ai plus d'énergie. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai organisé mes journées pour que en 4-5 heures, j'arrive à faire ce que je faisais avant ou tout au long de la journée, pour que j'ai du temps à faire des choses qui me donnaient de l'énergie, à les interviews, à aller rencontrer des gens des autres équipes, à aller les questionner sur leur fonctionnement, pas sur le sujet de recherche sur lequel je travaillais à ce moment-là, mais vraiment le fonctionnement de notre cerveau, de comment ils font pour réussir telle ou telle chose. Et là, d'un coup, je me suis retrouvée avec un excès d'énergie. Je suis passée avant, il me fallait plus de 8 heures pour finir mes expériences et tout ce que je vais analyser après. Mais d'un coup, je me suis retrouvée en 4 heures. Je faisais exactement le même, voire plus en termes de données scientifiques produites. Et puis, il me restait du temps pour interagir avec les gens et nourrir mes valeurs profondes. Donc,
il faut être intelligent sur cette partie-là pour apprendre à créer cette énergie qui nous permet de faire plus au final à moins de temps. Ce que tu viens de dire est très intéressant, parce que là, ce que tu évoques aussi, le temps, c'est le sujet de la performance, et je voudrais qu'on finisse par ça, parce que tu as écrit dans un de tes articles qu'on peut aussi utiliser son cerveau pour faire plus et avec moins, et surtout mieux. Et alors là, je pense que tout le monde, en lisant cette phrase, va se dire, mais c'est quoi, Biljana, le secret pour faire plus avec moins? Dis-nous tout. Donc voilà, je voulais qu'on en parle un petit peu. Alors, on peut aller encore plus loin aussi avec dans mon livre, il y a plein d'éléments là-dessus. Alors, ce que je pourrais dire, et ce que je dis souvent en conférence, premièrement, l'énergie. Alors, pour te donner un exemple tout simple, des fois on oublie les choses basiques, mais il y a des choses basiques qui nous donnent beaucoup d'énergie. Et quand on a de l'énergie dans le corps, ça correspond à une biochimie. On peut parler de dopamine. Je pense que la plupart des gens ont entendu parler de dopamine. On peut parler d'ocytocine, on peut parler de sérotonine. Ce sont des molécules, quand elles sont dans le corps, on est dans un état d'esprit différent et on performe mieux. Et pour les créer, il faut pas beaucoup. Moi, en conférence, donc une conférence, ça dure 1 heure. À un moment donné, je vais les faire danser pendant 45 secondes. Premièrement, effet surprise. Donc ça crée de l'énergie. On est d'un coup, l'attention elle est attirée. Deuxièmement, le mouvement du corps. On va bouger, on va danser. Troisièmement, je les sors de la zone de confort parce que c'est pas habituel dans une conférence de danser. Et puis ça produit de la dopamine, donc le corps ils se sont énergisés après ça. Des fois, suite à une conférence, j'ai des gens qui me disent Biljana, je vais tester ça avec mes équipes. Donc ils commencent les réunions de travail. Ils se disent on va faire quelque chose de bizarre là, je viens de voir une conférencière. Apparemment c'est bon pour le cerveau, donc on va le faire. Mais en fait, des petits éléments comme ça prend pas beaucoup de temps, mais ça change complètement la dynamique des échanges ensuite. Donc, une réunion qui démarre avec quelque chose qui sort du cadre, c'est utile. Dans certaines écoles, je sais qu'ils font des exercices physiques le matin. Ça aussi, c'est utile parce que pareil, on travaille le corps pour la performance mentale. Un autre élément pour la performance mentale, ça serait la gestion des émotions. Ce qui va des fois nous épuiser et baisser nos performances, on est dans une émotion négative, je sais pas, on est en colère, on est triste, on est stressé. Il faut savoir apprendre à utiliser ces énergies. Alors je dis pas il faut les éviter, c'est humain de vivre des émotions comme ça, c'est humain de vivre du stress. Par contre, ce qui n'est pas, on n'est pas obligé de les vivre mal. Dans chaque émotion, c'est de l'énergie, il faut juste apprendre à l'utiliser correctement. Le stress lui-même, moi, avant, le stress me bloquait complètement, prise de parole en public, mais j'y arrivais jamais. Je passais des mois avant pour me préparer pour une présentation. Au final, lors de la présentation, je perdais tous mes moyens. Aujourd'hui, j'ai appris à... Les émotions, il faut les rendre comme des alliés. Il faut apprendre à les reconnaître. Quand l'émotion apparaît, il faut la nommer. Il faut savoir reconnaître sa signature corporelle, où est-ce qu'elle s'exprime, à quel endroit de mon corps. Donc, plus je suis à l'aise avec mon invité émotionnel, plus on cohabite bien tous les deux, et plus mon invité va pouvoir me transmettre un message, ou va pouvoir me donner de l'énergie. Aujourd'hui, mon stress, quand je suis stressée, je me dis super, donc je suis prête pour aller rencontrer mon public. Je vais performer. Ça a été déjà étudié en sciences que le stress augmente nos performances. Bien sûr, il y a un niveau de stress, mais un certain niveau de stress augmente nos performances, augmente notre focus, augmente notre capacité d'aller chercher les informations. Il faut apprendre à le gérer. Parce que si je commence à me battre avec mon stress, comme je faisais avant, il faut pas que ma main tremble, il faut pas que ma voix tremble. J'avais tous les symptômes tu vois, j'étais gâtée à ce niveau-là. Et tant qu'on passe du temps à combattre ça, on performe pas. Là, aujourd'hui, je me dis, super, mon cœur, il bat fort, donc il envoie de l'oxygène à ma tête, je vais performer mieux. Donc, j'ai appris à vivre des émotions positives face à mon stress. Je bloque pas mon stress, je stresse pas contre mon stress. Et le stress est là et je me dis, ok, tu es prête. Vas-y, tu vas y aller. Ouais, c'est encore une fois, tu poses un regard positif sur quelque chose qui, a priori, en tout cas, est pas agréable à vivre. Mais c'est une bonne démonstration, ça. L'oxygène, c'est vrai qu'on se dit jamais ça quand on stresse. On va se dire ça maintenant. Non, mais c'est des perceptions. Nos émotions, c'est des perceptions. La manière dont on va positionner la caméra va faire qu'on va les utiliser correctement pour nous, pour notre réussite. Puis le dernier élément pour la performance, il faut pas l'oublier, celui-ci, c'est un critère de bonheur essentiel, la qualité des relations. Nous, les êtres humains, on est tous sensibles aux relations. Et c'est au cœur de notre bonheur.
apprendre à créer des relations. Les relations, c'est pas simple. Donc, par défaut, je pense que par défaut, notre cerveau galère. Et on le voit avec les enfants, il y aura des fois tendance, les enfants qui s'isolent, qui ne parlent pas, parce qu'ils voient tout de suite que c'est pas une chose facile. Donc, on apprend à créer des relations et on apprend à rajouter de la qualité dans nos relations. L'écoute active, l'empathie, la bienveillance, ce sont des qualités qu'on apprend et on peut même parler de muscles cognitifs, parce que l'empathie, c'est vraiment quelque chose qu'on peut apprendre à activer, désactiver. D'ailleurs, notre cerveau le fait dans les coulisses, donc, tant que le conscientiser, pouvoir l'utiliser consciemment. La bienveillance, c'est un regard, c'est une perspective, donc on peut toujours adopter cette perspective. Et ça, en se posant les bonnes questions, on peut arriver à ramener notre cerveau à cette perspective. L'écoute active, ça demande une vraie inhibition cognitive pour pouvoir écouter les gens. Naturellement, notre cerveau, il veut tout de suite se mêler à la conversation, il veut tout de suite répondre sans avoir écouté. Puis c'est pas facile d'absorber un autre monde qui vient de l'extérieur d'une autre personne. Donc tout ça, ça s'apprend. Donc vraiment, moi je suis admiratif au potentiel qui est caché à l'intérieur de notre cerveau parce que ça nous ouvre énormément de potentialités. Et je pense que même rien que le processus d'apprentissage, il est intéressant en soi. D'ouvrir la porte, de se dire tiens, je sais pas, explorons l'empathie, qu'est-ce que ça peut m'amener, que ça soit un mode activé ou désactivé, parce que les deux apportent quelque chose, et d'apprendre à les gérer par soi-même, justement de se rendre compte de cette Ferrari qui est à l'intérieur de notre tête. On nous a donné la clé maintenant à nous d'apprendre à bien rouler et profiter du chemin. Super, je pense que ça fait un très bon mot de la fin, Biljana. Profiter du chemin. Là, je pense qu'on a toutes les clés. En tout cas, tu nous as partagé plein de choses, plein d'enseignements pour faire du cerveau son allié. Et ce que je retiens, c'est qu'en fait, on peut changer notre réalité. On a vraiment les clés, mais il faut décider aussi consciemment de mettre en place des choses. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Biljana, pour ceux qui auraient envie de venir vers toi? Tu as parlé de ton livre. Est-ce que tu peux le citer également? Donc, il y a mon livre Neuro-Excellence qui sort en février 2025. Par la maison d'édition du Nord, donc il est déjà, je pense qu'on pourrait déjà le trouver sur internet en précommande. Et ensuite, je suis sur LinkedIn principalement. Voilà, dès qu'on rentre en contact avec moi, je donne des conférences, on peut faire des podcasts et voilà, je suis toujours très heureuse de partager ma passion pour les neurosciences parce que je pense que l'avenir est dans notre capacité d'ouvrir ces potentialités à l'intérieur de nous, mieux les utiliser parce que c'est vraiment très beau comment la nature nous a programmés. C'est à nous d'apprendre à l'utiliser pour créer cette harmonie dans nos relations et dans notre manière de vivre les événements de la vie. C'est un très beau message, Biljana, je pense qu'il résonnera. Merci infiniment pour ton temps, j'ai passé un super moment en ta compagnie. Merci beaucoup à toi. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.